Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Witsenheim et de son extension. Pour commencer, un grand merci. Vous êtes maintenant plus de 1200 abonnés sur la chaîne de la construction du réseau de Witsenheim et de son extension. Un énorme merci. Ça me fait énormément plaisir. La chaîne est en croissance constante et c'est vraiment un réel plaisir. Du coup, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour d'abord répondre à une série de questions qui ont été posées dans l'espace commentaires, et ensuite après pour vous parler un petit peu du planning de ce qui va se passer pour Witsenheim dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, ainsi que le lancement d'un projet collaboratif avec les artisans à destination des débutants. J'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans cette vidéo. Alors, allons-y. Commençons d'abord par les questions posées dans l'espace commentaire et ensuite, on verra pour la suite. Nous avons plusieurs questions qui ont été posées dans l'espace commentaire et donc du coup, je trouvais intéressant de répondre sur ce format-là. La première des questions, c'était une réflexion et une remarque qui m'a été faite sur le type d'alimentation à découpage que l'on fournit aux centrales Roco. Alors je précise, là je vais parler de la centrale Roco, du booster et du dual booster Z21 et donc de la topologie Z21. C'est valable aussi pour la topologie Lens, mais vous verrez que dans l'explication, il y a effectivement quelques petites subtilités qui font que la remarque qui m'avait été faite en commentaire est effectivement tout à fait justifiée. On m'avait fait la remarque en me disant que quand un appareil demandait une certaine tension et un certain courant, si on fournissait une alimentation à découpage qui était en capacité de fournir un courant plus élevé, ça pouvait mettre en péril le pont en H de la sortie de la centrale. Alors en théorie, oui, si c'est une centrale passive, non si c'est une centrale active. Pourquoi ce n'est pas un problème avec la Z21 et le booster? Parce que la centrale n'utilise pas tel quel le courant qui est fourni par l'alimentation à découpage. Donc la centrale prend ce courant, prend la tension et a un étage de régulation avant le pont en H pour d'une part s'auto-alimenter elle, mais aussi fournir une tension spécifique qui est définie dans une CV. Alors c'est la CV50 chez Lens, je ne me souviens plus quel CV c'est sur la Z21, d'autant plus que l'on peut changer la tension de sortie avec le Z Maintenance Tool, le Z21 Maintenance Tool et avec l'application Z21. Donc la centrale, elle fait une transformation du courant et de la tension qu'elle reçoit avant de l'injecter dans le pont en H. Et donc à ce moment-là, quelle que soit la consommation, le courant disponible par l'alimentation à découpage qui est fourni en amont, il n'y a pas de problème de risque de déchauffement ou de destruction du pont en H parce qu'il y a une zone active de traitement de courant et le pont en H ne reçoit pas directement le courant qui arrive de l'alimentation à découpage, ça passe déjà par une transformation active. Donc je voulais répondre sur cette question. Techniquement, la remarque qui avait été faite en commentaire est tout à fait justifiée, et donc c'était important de pouvoir faire cette différenciation. Il y a effectivement beaucoup de centrales ou d'appareils électriques qui sont des appareils passifs. Il y a beaucoup aussi de boosters do-it-yourself d'ail qui sont passifs, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut leur fournir en entrée exactement ce dont ils vont avoir besoin par rapport aux tolérances, notamment de sortie et du pont en H. Donc là, effectivement, il faut une alimentation qui soit parfaitement calibrée avec une tension et un courant délivré maximal qui correspond à ce que va consommer passivement ce booster qui fait le lien entre une alimentation extérieure, un mélange avec le signal DCC avant de le redonner sur les voies. Ce n'est pas le cas sur Roco, ce n'est pas le cas non plus sur Lens, parce qu'il y a une transformation active de ce courant et de cette tension. Voilà, donc ça c'est le premier point qui m'a été posé
Et je voulais faire une réponse un petit peu plus technique que ce qui avait été fait. J'ai Sébastien qui m'a fait cette remarque et il avait tout à fait raison. Et du coup, je trouvais que c'était important de pouvoir vous en faire part dans ce format un petit peu particulier. La deuxième question qui m'a été posée concerne encore une fois la topologie digitale et la topologie de Rocco Z21. Cette question me demande quand je vais aborder la partie logicielle, puisque là vous avez vu, j'ai parlé pas mal des modules hardware, donc vraiment ce qui constitue la topologie physique. Mais on me demandait quand est-ce que j'allais aborder la partie logicielle, que ce soit par rapport au Z21 Maintenance Tool, que j'ai déjà un petit peu esquissé et montré, mais aussi les configurations des modules et l'utilisation de l'application sur smartphone, donc l'application Z21. Alors, en fait, la petite problématique que j'ai à l'heure actuelle est d'ordre technique, c'est parce que pour l'instant je n'ai pas les câbles d'alimentation qui me permettent de pouvoir alimenter la centrale, le booster ainsi que les différents périphériques. Ça devrait arriver dans la semaine, ce qui me permettra ensuite après de pouvoir évidemment allumer la centrale et commencer les différentes vidéos des parties logicielles, donc que ce soit pour le décodeur de signal. Alors effectivement, ça serait mieux si le décodeur était branché à des signaux, donc là c'est pareil, actuellement j'ai un petit signal carré, disque rouge, mais je suis pas sûr qu'il fonctionne, voilà, j'attends aussi l'arrivée d'un signal de chez Derim 3D, qui sera sur la partie supérieure, donc il faudra certainement le monter et puis ensuite après le connecter au module. Et donc, bien évidemment, il va y avoir des séries de vidéos, alors je ne sais pas exactement quand, mais elles vont arriver là très prochainement, c'est prévu, donc rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Pour la troisième question, c'est une question de débutant qui me pose la question qu'est-ce que je conseille comme différents achats pour bien commencer le modélisme ferroviaire, que ce soit au niveau du matériel roulant, mais aussi du matériel à acquérir, comment bien commencer et acheter des choses qui soient utiles pour bien commencer. Alors, comme j'en ai parlé dans l'introduction, je vais lancer un projet dédié aux débutants qui va reprendre un petit peu toutes les différentes phases pour obtenir un réseau et pour fabriquer un réseau. J'ai fait sur la chaîne Bienvenue à Wissonheim plusieurs playlists qui vous donnent déjà des éléments, que ce soit la playlist consacrée notamment au workshop qui décrit un peu les outils dont on va avoir besoin. Pas mal de vidéos aussi sur le décor et sur la pose de la voix, etc., qui vous permettent un petit peu de qualifier, de quantifier un petit peu les besoins que vous allez avoir. Maintenant, en ce qui concerne vraiment le matériel pour commencer, moi ce que je vous conseille, c'est d'abord de bien avoir défini l'espace disponible que vous allez pouvoir allouer au modélisme ferroviaire, parce qu'un réseau, ça prend quand même un peu de place. Savoir la topologie du réseau que vous voulez faire, est-ce que ça va être un réseau point à point, ou est-ce que ça va être un réseau circulant, quelle que soit la topologie qui prendra derrière, hein, mais si c'est un ovale, un os de chien, tout ça c'est des considérations qui viendront après. Et déjà, savoir si ça va être un point à point ou un réseau circulant, ça va déjà vous donner une indication, puis ça va vous donner aussi un peu des contraintes techniques dans un cas comme dans l'autre. Ensuite, la première des choses que vous pouvez faire, c'est acheter en fait un kit de démarrage qui comporte une centrale, un petit convoi et une section de voix, genre un ovale avec une voix avec quelques sets, de prendre au départ une planche pour poser tout ça, parce que
plus agréable que de poser ça sur la table du salon ou sur le sol. Mais déjà, commencez à vous familiariser avec votre premier convoi, votre locomotive, et vous amuser un peu avec ça. Ensuite, après, vous verrez dans les différentes vidéos qui viendront, et j'en reparle dans la suite de la vidéo, un peu l'échelonnage prévu vis-à-vis du projet spécial débutant qui montrerait effectivement toutes ces étapes. Voilà ce que je peux vous en dire à ce niveau-là. Concernant les marques, bon, moi je ne suis pas particulièrement affilié à une marque, mais c'est vrai que dans la logique, un kit de démarrage de Rocco avec une Z21 blanche par exemple vous permettrait de rentrer dans le digital et de vous familiariser avec à la fois la centrale, le digital et puis et avoir un petit circuit qui soit qualitatif. Voilà, après, il y a d'autres débutants, d'autres starter kits à destination des débutants qui vont être plus ou moins qualitatifs. Voilà, après, c'est un peu en fonction de ce que vous voulez. Mais voilà, au départ, vraiment, commencez à vous faire un peu plaisir, à rentrer là-dedans avant de commencer à penser structure de réseau, scénographie, tout ça. J'aurai l'occasion, dans la série, de vous reparler de tous ces points. Vous avez été aussi très nombreux à me poser la question concernant le bus S88 et le bus Loconet et à me demander pourquoi je ne les aimais pas. Alors, j'en ai déjà évoqué pas mal de raisons dans des vidéos précédentes. Le S88 est un bus dinosaure hérité de la topologie Marklin des années 80. C'est même dans sa version extended, c'est un bus qui comporte énormément de contraintes physiques. Alors effectivement, il est bon marché, mais c'est clairement, si vous voulez, un goulot d'étranglement en termes de performance et d'évolutivité. Et que ce soit d'un point de vue software ou d'un point de vue hardware, il porte dans son héritage l'inhérence d'une limitation de système qui était due essentiellement aux technologies de l'époque. Voilà, le S88, ça a été conçu dans la fin des années 70, donc c'est un peu plus de 40 ans maintenant. Et par rapport aux nouvelles technologies qui arrivent et à l'évolution future, plus les contraintes techniques, ça en fait un bus qui est parmi les moins performants et les moins évolutifs du marché. Voilà. Concernant le Loconet, alors le Loconet, c'est pareil, si vous voulez, c'est un système propriétaire à la base qui a été conçu par Digitrax, donc les Américains. C'est un câblage qui est absolument cauchemardesque parce que il y a des phénomènes de mise en résonance, il y a une mise en place qui est très qui est pas intuitif et qui est un peu difficile. Maintenant, c'est un bus qui est aussi pas mal utilisé, mais si vous voulez, c'est pareil, ce sont des bus qui sont des bus qui comportent des héritages lourds. Ce sont d'abord des bus propriétaires, donc ça c'est aussi un problème, c'est-à-dire que vous êtes un peu enchaîné à la stupidité des gens qui l'ont conçu. Puisque c'est le principe de toute architecture propriétaire, c'est qu'elles sont complètement verrouillées. Alors vous allez me dire, ouais, mais sur la Z21, le Airbus, il est aussi propriétaire. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, le Z420 aussi, il est propriétaire. Oui. Mais sauf que, si vous voulez, ce sont des technologies qui sont beaucoup plus tournées vers des nouveaux systèmes, notamment ce qu'on va appeler l'Internet des objets, c'est-à-dire faire rentrer le réseau miniature dans un ensemble de domotique.
Et à l'heure actuelle, tous ces protocoles-là, même si effectivement le Loconet est quand même a un meilleur avantage qualitatif que le S88, on reste quand même sur des architectures qui sont des architectures contraintes. Maintenant, il faut savoir que l'avenir du pilotage en digital, c'est le LCC, donc le Layout Command Control, oui, c'est ça, qui est en fait une méta-architecture qui va pouvoir ensuite après gérer localement le DCC sur des portions bien déterminées. Mais ensuite, on a cette couche matérielle open source déjà, donc avec comment s'appelle, ce qu'on appelle des gates de liaison avec tout l'ensemble des systèmes propriétaires. Donc je vous invite à regarder les docs en ce qui concerne le LCC, notamment sur le site de la NMRA, si ça vous intéresse. Il y a actuellement une réflexion globale qui est en train d'être menée, et cette solution-là du LCC me paraît beaucoup plus évolutive et beaucoup plus tournée vers l'avenir que l'ensemble des protocoles et des bus hérités du moment où a été conçu et conceptualisé le DCC, c'est-à-dire au début des années 80. Donc il y a un moment donné, on doit provoquer une rupture technologique pour pouvoir avancer et proposer des solutions qui soient beaucoup plus en phase, notamment avec l'Internet des objets, mais aussi avec l'hyperconnectivité, avec des fonctionnalités nouvelles que l'on aimerait voir sur en modélisme ferroviaire. Je pense notamment à la réalité augmentée et à la conduite immersive, donc via des caméras, via toute une série de choses de cet ordre-là, qui à l'heure actuelle ne sont pas, ou quasiment, ou sont très difficilement déployables sur les architectures actuelles. Alors là, moi, ce qui m'avait intéressé avec comment s'appelle la topologie Z21, c'est que justement ils avaient fait un pas timide, qui reste encore très timide, hein, mais ils avaient fait un pas timide justement vers ces nouveaux protocoles et ce nouveau paradigme en fait d'hyperconnectivité d'un réseau miniature avec le reste de la domotique individuelle de maisons, etc. Et l'utilisation d'une couche software qui est très très user-friendly en fait. Donc voilà, c'est ce que je pourrais vous dire un peu là-dessus. Alors la question suivante qui m'a été posée, elle se pose très fréquemment. Elle est sous cette forme-là. J'ai récupéré du matériel et du petit train de mon oncle, mon fils ou moi quand j'étais petit, et je voudrais m'en servir comme base pour le réutiliser et faire un réseau actuellement et digitalisé. Bon, alors tout dépend à peu près de la période du matériel que vous avez récupéré en fait, parce que il faut vraiment faire la différenciation entre le matériel roulant bien évidemment et les rails et le système qui pilotait à l'époque ce que vous avez hérité et que vous voulez remettre en service. Jusque dans les années 80, l'ensemble de l'infrastructure, c'est-à-dire les rails, sont faits en rails laiton ou en acier embouti. Donc c'est une plaque d'acier qui est emboutie pour former vaguement un champignon de rail. Toute cette topologie de rails, vous pouvez la mettre à la poubelle et ne pas la réutiliser, c'est une très mauvaise idée. Parce que d'une part, vous n'allez pas réussir à faire les connexions avec ce qui se trouve à l'heure actuelle. D'autre part, ça souffre énormément d'un aspect qui était vraiment tourné jouet, alors que maintenant le modélisme ferroviaire est quand même beaucoup plus axé
sur un loisir technique et scientifique et réaliste. Donc j'ai envie de vous dire que les voies Jouef des années 70, c'est même pas la peine de les utiliser. Enfin, je parle des voies Jouef, mais c'était pareil chez Marklin, c'est pareil chez tous ces constructeurs-là, on va dire avant le milieu des années 80, voilà, vous pouvez gentiment remiser la voie, ça ne servira à rien de l'utiliser. Ensuite, après, concernant le matériel roulant, là, il y a plusieurs choses à dire. Digitaliser du matériel roulant qui date d'avant les années 90, c'est-à-dire avant l'apparition des premières prises normalisées NEM, donc à 6 broches, à 8 broches, pardon. Là, ça va vous nécessiter un petit peu de doigté si vous voulez digitaliser ça. En ce qui concerne les wagons, il y a beaucoup de wagons Jouef des années 70 et 80 qui fonctionnent encore très très bien sur les systèmes de rails actuels, avec certaines conditions. La première des conditions, c'est que vous pourrez être amené à changer les essieux, parce que les essieux Jouef en plastique dès la fin des années 70, avec des boudins coup de pizza, risquent de pas très très bien passer sur des voies actuelles. Mais en reprenant la cote du diamètre des essieux et du diamètre entre pointes, vous pourrez trouver dans des magasins spécialisés des essieux RP25 ou NEM 310 qui permettront de donner un coup de jeune à ce vieux matériel, étant entendu qu'évidemment la plus grande des problématiques sera au niveau du matériel moteur, parce qu'effectivement quand vous avez des locomotives anciennes, convertir leur roulement à des roulements actuels, ça sera un petit peu difficile. C'est pour ça que beaucoup de gens reprennent des rails actuellement qui sont en cote 100, c'est-à-dire qui ont une hauteur de champignon de 2,5 mm. Le problème du code 100, c'est que c'est une voie qui est très grossière en termes d'aspect et qui est beaucoup moins modéliste que peut l'avoir le compromis qui est le code 83, le fin scale qui commence avec le code 75 et qui peut monter jusqu'au code 55. Bien évidemment, vous ne ferez pas rouler du Jouef des années 70 sur du code 55, c'est même pas la peine d'y penser. Même déjà du matériel moderne, c'est la voie qui est très très fine et qui est beaucoup plus adaptée à une norme qui s'appelle le Proto 87, et j'en ai parlé dans les vidéos qui sont dans la playlist débutant sur les normes. Donc il n'y a pas d'incompatibilité fondamentale. Après, effectivement, si vous voulez jouer la sécurité, effectivement, il faut rester sur du code 100. Donc là, actuellement, vous avez Peco qui a encore une gamme en code 100. Il faut savoir que le code 100 va certainement être abandonné dans un futur plus ou moins prévisible, parce que maintenant, le matériel, la majorité du matériel qui est sur le marché d'occasion est compatible avec le code 83 minimum. Donc, sauf vraiment aller sur des comment ça s'appelle, du matériel vraiment très très ancien. Bon, après, le matériel très très ancien souffre quand même d'un aspect qui n'est pas forcément très très flatteur. Donc, si vous avez l'âme bidouilleur et modéliste, et que vous pouvez consacrer du temps à refaire vos wagons, à reprendre, à rajouter des détaillages, etc., et à faire finalement du kit bashing, du ready to run de Jouef des années 70-80, pourquoi pas, mais bon, après, voilà, il y a une limitation quand même à tout ça. Moi, je me suis posé effectivement la question de savoir si j'allais réutiliser le matériel hérité de mon père, de mon grand-père, etc. Et j'ai tranché très très rapidement la question en me disant que finalement ce matériel-là pouvait être gardé dans une petite vitrine à titre sentimental, mais n'avait aucune raison finalement d'engager les dépenses nécessaires pour le remettre actuel, sauf sur des exercices de modélisme très particuliers, sur un wagon tombereau, des choses comme ça. Mais par exemple, vous prenez
les voitures voyageurs, elles étaient traitées au 1/100e avec des gros raccourcis. Bon, elles sont pas elles sont plus actuelles, quoi. Donc là, je parle vraiment du jouet dans les années 70-80. Après, vous pouvez trouver des occasions des années 90-2000 qui sont très très bien. Et si votre héritage du matériel roulant date de cette époque-là, il y a déjà beaucoup plus de facilité que le jouet champagnol des années 70. Voilà. Mais dans l'absolu, il n'y a pas d'impossibilité, mais par contre, vraiment, la voix, vous pouvez l'oublier. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Une autre question qui m'a été posée et qui me met un peu la pression, c'est voilà, je suis en train de construire mon réseau, il va avoir une certaine dimension qui le place dans les grands réseaux, je n'ai pas encore acheté le matériel digital, je suis avec attention vos vidéos sur le digital, et donc je vous suis dans vos recommandations, les yeux fermés. Je vais avoir 250 mètres de voie, environ une cinquantaine d'accessoires. Et donc, comment vous avez une grande responsabilité de prescription. Et comment vous envisagez le fait que je dois m'équiper et qu'est-ce que je dois faire, quels sont les prérequis, etc. Donc ça, c'est une question de Monsieur Barnier, qui est une question et aussi un témoignage très sympathique. Alors déjà, plusieurs choses. J'aurais envie de vous dire, monsieur, pour le moment, ne vous préoccupez pas du système digital. Donc effectivement, ne commencez pas à faire de l'achat du système digital. Par contre, vous pouvez commencer à préparer votre réseau pour vous en faciliter le câblage, d'une part, et ensuite, après, avoir quelques astuces qui vont vous permettre de pouvoir équiper votre réseau par la suite, quelle que soit la centrale et la topologie digitale que vous allez lui mettre derrière. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que à l'heure actuelle, effectivement, la réponse qui est donnée sur le réseau Wessenheim, c'est une réponse avec séparation de 3 bus, bus traction, bus de commande d'accessoires, bus de commande de signaux et d'animation, avec 3 centrales. Donc j'avais déjà une centrale lens, donc je garde la centrale lens qui, elle, va s'occuper des effecteurs, donc c'est-à-dire les commandes d'aiguillage et les commandes de dételeur, mais bon, ça c'est encore à voir. Enfin, tout ce qui est électromécanique. La Z21 noire qui va s'occuper donc de la traction, et une Z21 blanche qui va s'occuper de la signalisation et de la contextualisation scénographique, c'est-à-dire les éclairages des bâtiments pilotés par le DCC, les éclairages événementiels, les éclairages, les alternances jour-nuit, c'est-à-dire l'éclairage global du réseau, tout ça, ça va être géré par la Z21 blanche. Donc ça, cette topologie-là, ensuite après, elle est appuyée par différents types de modules. Donc les modules SDEC ou SADEC qui sont connectés à la centrale lens, qui pilote les aiguillages à moteur lent, les aiguillages à solénoïde. Dans le cas où je n'ai pas utilisé des moteurs d'aiguillage autonomes, c'est-à-dire par exemple les moteurs Cobalt IP, qui ont déjà directement un décodeur digital intégré au moteur, que j'ai utilisé notamment sur l'extension et à quelques endroits spécifiques sur le réseau principal. Donc ça, tout ça, ça va être géré effectivement par la centrale lens. Ensuite, après, il y a la topologie de traction, de commande, de pilotage, avec d'une part la centrale, ensuite après les modules de détection 10-808 de chez Rocco, qui me permettent de pouvoir avoir ma rétrosignalisation RIDECOM et un système de rétrosignalisation qui soit sécurisé. C'est la deuxième partie. Et ensuite, après, la troisième partie, des modules spécifiques DCC, ainsi que les modules signaux qui seront gérés par la Z21. Ça, pour l'instant, c'est l'état des lieux de l'architecture que je vais déployer, que je suis en train de déployer, pour rendre Wessenheim fonctionnel. Mais ça, c'est une architecture DCC qui est temporaire. Je n'exclus pas à l'avenir de passer
l'intégralité du réseau à un niveau supérieur, c'est-à-dire avec une nouvelle architecture. Cette architecture, elle serait basée sur la technologie LCC. Donc, je vous en ai déjà parlé. Pourquoi? Parce que le LCC sera les commandes et le système de commande des trains qui arrivera très prochainement et qui sera développé. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans ce sujet, mais le LCC pourra prendre place à l'architecture que je vais déployer à l'heure actuelle, qui fonctionnera très bien, mais elle risque de prendre place et aura donc un prérequis de câblage qui est relativement similaire à celui de la topologie Z21. C'est pour ça que, pour le moment, moi, je ne m'affole pas. Mais ce qui est important pour vous, c'est d'abord de faire votre câblage de qualité et de ramener votre câblage vers le poste de contrôle de votre réseau sur lequel sera mis une topologie digitale. Alors que ce soit du ROCO ou que ce soit une nouvelle topologie sur LCC, ça dépendra un petit peu de l'avancée de votre réseau et de l'attente par rapport à la sortie d'un nouveau système. Donc moi, ce que je vous conseille effectivement, c'est de bien faire votre câblage, de bien prévoir les zones qui seront alimentées par la centrale et par les différents boosters, faire votre segmentation, parce que ça, effectivement, c'est ce qui est important. Après, le cerveau, c'est-à-dire la centrale en elle-même et les modules que vous allez mettre, c'est-à-dire les modules de traitement et de remontée d'informations, ça peut attendre dans un second temps. Par contre, effectivement, les modules qui sont pilotés par le DCC, notamment pour les effecteurs, donc les SADEC, les SDEC, les LS150, les équivalents chez DigiCase ou Quawcase, c'est-à-dire tous ces modules qui prennent en fait leurs informations sur le bus DCC, bon bah là vous êtes à peu près libre de faire ce que vous voulez, d'utiliser n'importe quel type de pilotage DCC que vous voulez. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Maintenant, après, la responsabilité personnelle par rapport à votre réseau, je mets quand même un peu de prudence, monsieur. Je suis très flatté, mais c'est vrai que moi, l'objectif aussi des vidéos qui traitent le sujet du digital sur la chaîne de Wessenheim, c'est aussi pour rendre accessible cette technologie et en expliquer les contours, les limites, les contraintes, et que tout le monde puisse comprendre un petit peu quelles sont les problématiques actuelles du marché et quelles sont les définitions que donnent les constructeurs à leur système et à leur topologie, et de sortir du discours marketing, et donc effectivement de présenter quelque chose qui, pour le débutant, soit facile d'accès, et pour l'utilisateur confirmé, puisse lui éclairer sur des points sans trop rentrer sur la technique, parce que je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'allais faire une vidéo sur la nature même du digital. Peut-être qu'il y aura une vidéo spécifique là-dessus pour vous expliquer les chaînes, les redondances, la différence, comment est formé le signal, etc. Mais là, on est dans des concepts qui sont très techniques, et on ne peut pas expliquer ces concepts techniques si on n'a pas expliqué un petit peu les problématiques d'exploitation et les grands principes. Donc, bon, cette vidéo d'explication technique sur le digital arrivera certainement. Les vidéos sur l'explication du fonctionnement des variables de configuration aussi, mais pour l'instant, ce n'est pas la priorité des thématiques abordées sur Wessenheim, parce que pour l'instant, on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, si ça intéresse 10% de l'audience, je vais perdre les 90 autres pourcents, parce qu'il y aura plein de sujets en amont qui n'auront pas été traités. Donc, peut-être que ce sera traité sur la chaîne, mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Voilà, la priorité, ça va vraiment être l'intégration, l'interface homme-machine, qui est, à mon sens, beaucoup plus intéressant.
L'autre raison pour laquelle effectivement la topologie Z21 est celle qui est la plus aboutie, elle est surtout la plus aboutie d'un point de vue de l'utilisateur, parce que moi je vois un nombre considérable de vidéos de gens qui galèrent avec leur centrale digitale, parce que il y a les CV, il y a la numérotation LENS, la numérotation NMRA, les CV avancés de SU, enfin bon, c'est tellement bordélique. Et puis je vous parle même pas des problématiques des centrales multiprotocoles, des configurations avec la MFAO. Bref, c'est des usines à gaz. Là, j'ai encore vu une vidéo qui m'a fait hurler de rire sur DigiCase avec des gens qui n'arrivaient pas à faire fonctionner le protocole RS parce que l'interface était complètement obscure et pas du tout intuitive. Donc tout ça, voilà, c'est vrai que moi, de ce point de vue-là, la topologie Z21 est beaucoup plus aboutie, beaucoup plus user-friendly et beaucoup plus destinée à des gens qui en ont absolument rien à foutre de savoir comment fonctionne la technique derrière, mais qui veulent quelque chose qui fonctionne et qui soit opérationnel rapidement, avec une expérience utilisateur qui soit intuitive et agréable. Voilà. Et c'est exactement la chose qu'il y a entre un outil de technicien et de haute technique où il faut limite un bac plus 2, un BTS en informatique industrielle pour comprendre comment le bordel fonctionne, et un ordinateur Apple, si vous voulez, où vous branchez, ça fonctionne, et puis là vous commencez déjà à rigoler, quoi. Donc c'est un peu le parallèle entre les deux systèmes. Mais par contre, après, en ce qui concerne la responsabilité que je peux avoir sur la façon dont vous faites votre réseau, j'ai envie de vous dire que vous êtes d'abord le premier responsable des choix que vous faites. Après, si je peux vous indiquer des choses à ne pas faire et des erreurs à ne pas commettre parce que vous avez un grand réseau, c'est le but principal de ces vidéos. Mais après, bien évidemment, je ne peux pas vous dire et vous garantir, moi, à 100% que les choix qui sont valables pour Wissonheim le sont forcément pour votre réseau. Voilà. Alors, la dernière question que je vais traiter avant de passer sur le reste de la thématique de la vidéo va concerner un petit peu le prix des décodeurs d'accessoires et en règle générale le prix du digital. Et notamment les gens qui me font la remarque de dire l'analogique c'est mieux. Non. Non, l'analogique, vous pensez que l'analogique c'est mieux parce que vous êtes plus à même de comprendre comment fonctionne l'analogique. Le digital a des restrictions, a un périmètre de fonctionnement, mais l'analogique a beaucoup plus de contraintes qui va vous nécessiter des investissements et des mises en place d'infrastructures beaucoup plus lourdes. L'intérêt principal du digital, même s'il a été exagéré par les commerciaux, c'est de simplifier énormément la topologie électrique et électronique de votre réseau. Mais un réseau en analogique fait face à des problématiques colossales qui vont vous demander des connaissances en électronique commutée, alors que ce soit sous forme de relais ou que ce soit sous forme de portes logiques et de cartes électroniques qui vont gérer, bien plus conséquentes que ce que va vous demander le digital. C'est une certitude. Un réseau de l'importance de Wissonheim, le rack technique va prendre l'équivalent d'une étagère, alors que si j'avais eu ce réseau-là à faire en analogique, j'avais 4 mètres carrés, une pièce de 4 mètres carrés, avec des armoires SIE pour pouvoir gérer la même chose, hein. Avec un TCO manuel qui ferait pratiquement 4 mètres de long, parce que chaque canton doit être géré indépendamment des uns des autres. Vous devez, sur vos cantons, avoir des contacteurs physiques avec des zones de pleine voie, zones de ralentissement, zones d'arrêt, gérer ça sur des cartes. Moi, à l'époque, quand j'avais mon premier réseau, j'avais 4 cantons, un circuit avec 4 cantons. Je gérais ça avec des BSR, j'avais des ILS, j'avais une nappe comme ça de fils. C'était très très compliqué et c'est une mise en œuvre qui est beaucoup plus complexe. Et vous oubliez la boucle de retournement avec l'analogique.
parce que vous êtes obligé de faire des systèmes de commutation, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué en fait l'analogique par rapport au digital. Donc c'est vrai que le digital a une inhérence de limitation parce qu'effectivement, et ça j'en avais parlé notamment sur la vidéo définir son réseau, les constructeurs ont mis en place le protocole DCC par rapport à une architecture de base constituée d'un kit de démarrage et de 7 successifs, qui permet d'avoir 4 trains qui circulent, 16 contacts de rétrosignalisation par contre, et 8 effecteurs pour pouvoir faire deux gares et puis deux voies parallèles avec chacun leur nombre de cantons pour faire tourner 2 trains simultanément sur les 2 voies, hein, donc 12 cantons. Mais par contre, si vous voulez faire exactement la même chose en analogique, vous allez vous taper la tête contre les murs. Par ailleurs, le digital a des avantages indéniables, notamment la gestion de la force contre-électromotrice, c'est-à-dire le régime constant de vos locomotives. En analogique, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes obligé sur chaque partie de votre cantonnement de faire vos régulations. Donc vous avez donc des tableaux de régulation, etc. Vous allez avoir des problèmes, notamment en termes de circulation, parce que vous allez devoir faire très attention au sens de votre polarité sur la voie, alors qu'en digital, vous en foutez. Le seul problème, c'est quand il y a une boucle de retournement, vous mettez un module, un LK200 par exemple de chez Lenz, ou n'importe quel module qui va gérer la boucle de retournement avec 2 sections d'annonce, et ça va vous prendre grand max 10 minutes à câbler. En analogique, vous ne le faites pas. Hein. En analogique, vous êtes obligé de passer par des systèmes de cartes électroniques avec des relais qui vont venir commuter la voie. Vous allez devoir faire une zone d'arrêt, commuter la zone d'arrêt, faire avancer sur une zone neutre. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compliqué à faire une gestion avancée en analogique. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai l'impression que pour moi c'est plus facile. Non, en fait, c'est une impression que vous avez parce que vous êtes peut-être plus familiarisé avec le système analogique qu'avec le système digital, mais à l'heure actuelle, en digital, c'est beaucoup plus simple. Alors, c'est pas aussi facile que j'ai 2 câbles et ça fonctionne, mais force est de constater que vous avez vos 2 câbles, vous faites fonctionner votre train, et il y a toute une série de paramètres qui sont gérés par la centrale et par la configuration des décodeurs des locomotives, alors que tous ces systèmes-là étaient gérés par des systèmes électroniques. Par exemple, votre train s'arrête en gare, avec l'analogique, tout s'éteint, puisque vous avez coupé le courant sur la voie. Alors qu'en digital, vous continuez à avoir l'éclairage de vos voitures, l'éclairage de vos locomotives, la sonorisation de vos locomotives. Elle ne s'arrête pas parce que vous avez arrêté votre train en gare. Ça, c'est la chose très simple. Alors que si on veut faire la même chose en digital, il faut mélanger le courant de traction avec un courant basse fréquence qui va ensuite, après, il faut mettre des selfs de séparation pour récupérer le courant basse fréquence pour pouvoir ensuite faire l'éclairage constant sans venir impacter le fonctionnement de la locomotive, puisque l'éclairage constant ne doit pas faire en sorte que la locomotive continue d'avancer alors qu'elle est censée être à l'arrêt. Enfin, c'est un bordel sans nom. Hein. Moi, franchement, honnêtement, je ne reviendrai pas en arrière. C'est-à-dire que je déplore les limitations du DCC, mais par contre, les avantages du DCC par rapport à l'analogique, pour moi, ils sont indiscutables, donc je ne reviendrai pas dessus. C'est un système qui, à l'heure actuelle, vous simplifie la vie. Donc, dire « je ne veux pas faire d'analogie, je veux pas faire de digital et je vais revenir à l'analogique », c'est pas un bon calcul. Hein. C'est vraiment pas un bon calcul, parce que là, moi, je peste sur le câblage, etc. Mais il faut savoir que je fais ça en toute connaissance de cause, mais par rapport au bénéfice qui est apporté du digital par rapport à l'analogique, je ne devrais pas pester, en fait. Là, je fais un peu mon enfant capricieux qui a un système et qui reproche la limitation du système, mais à l'intérieur du système, il n'y a rien à dire. C'est sans commune mesure par rapport à l'analogique. Et moi, vraiment, je vous dis, hein, si vous pensez
que déployer un réseau analogique, ça va être plus simple qu'un réseau digital, je vous le dis tout de suite, vous vous trompez. Mais vraiment. Vraiment. L'analogique, c'est bien pour quelque chose de très simple. Et dès que vous commencez à arriver sur des réseaux complexes, donc en gros, un réseau complexe, hein, c'est quand vous faites circuler plus de un train. Hein. Là, vous arrivez sur un réseau complexe. Quand vous allez devoir gérer des cantons, c'est terminé. En analogique, c'est cauchemardesque. Donc voilà, après, il y aura toujours des gens qui me disent « Ah, mais moi j'y arrive bien, etc. » Oui, mais vous n'allez pas avoir la souplesse de conduite, vous n'allez pas avoir la gestion de l'alimentation, de l'éclairage constant, vous n'allez pas avoir l'asservissement des régimes, vous n'allez pas pouvoir utiliser des unités multiples, parce qu'en analogique, vous ne pouvez pas mettre deux locomotives connectées sur le même canton, parce qu'elles n'auront pas les mêmes régimes moteurs, et donc du coup, vous allez fatiguer et abîmer vos locomotives. Il y a une liste longue comme le bras de tous les trucs que vous ne pouvez pas faire en analogique. Et quand même des modélistes très talentueux comme André Gay et autres, quand leur système fonctionne parce qu'ils ont mis en place une logique et parce que ça leur faisait plaisir et qu'ils avaient la connaissance technique, mais leur réseau est pas exploitable par autre personne que si eux décident de revendre leur réseau, ils sont obligés de faire une doc technique de 1000 pages pour expliquer comment fonctionne. C'est des systèmes qui sont très difficilement maintenançables. Et puis en plus, tous les réseaux qui sont basés sur la technologie des réseaux commutés, des relais commutés, maintenant on est au numérique, hein, les gars. Donc le réseau commuté, avec des relais téléphoniques qui ont été récupérés sur un central téléphonique qui était démonté, c'est terminé. Hein. Donc les pièces détachées, la maintenance, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et ensuite, après, il y a un dernier facteur, c'est la consommation. Parce que il faut savoir que la gestion d'un système en analogique va vous faire consommer du courant secteur sur un facteur 3, voire 4 par rapport au digital. Hein. Parce qu'il faut les alimenter, les relais, les machins, les cartes électroniques, etc. Donc, c'est pas si compliqué que ça hein, de quantifier les différences. Hein. La consommation électrique d'un réseau digital, vous allez tourner, aller sur un grand réseau comme Wessenheim, une fois qu'il sera terminé, ouais, je vais avoir... allez, je vais tourner sur 600-700 watts. En digital, c'est à peu près ça. En analogique, le même réseau, je serai sur 2 kg, 2,5 kg, voire 3 kg. Hein. 3 kW en 220 volts. Hein. À peu près. Hein. Donc, il n'y a pas photo. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la nécessité de fournir des alimentations. Et ça, et puis, alors, la dernière des choses, c'est que le câblage étant beaucoup plus complexe, les risques d'incendie, de court-circuit sont beaucoup plus complexes, enfin, sont d'autant multipliés. Donc non, l'analogique, quand on commence avec un starter kit, un ovale et un régulateur, ça coûte pas cher, c'est bien. Et quand on commence à faire un réseau un peu sérieux, c'est pas du tout le bon plan. Hein. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu du prévisionnel. Il y a beaucoup de choses à dire. Il va y avoir un gros épisode sur la suite et de la fabrication de la rame sur pneu, je viens de vous en parler. Il va y avoir aussi une série d'épisodes sur la fabrication de la 230K Est modèle Baleine, donc en livrée bleu avec bande en inox, qui va être la locomotive qui va tracter la rame sur pneu sur le réseau. Il va y avoir aussi une série d'épisodes sur les PCL, les Perfect Coach Lighting, qui sont donc des barres d'éclairage intelligents gérées digital qui permettent de pouvoir gérer des scénographies dans vos voitures. Là, on va digitaliser 5 voitures UCY 1964-1965, donc encore avec les macarons. Je vous en ai parlé de 5 parce qu'il y a 4 voitures de seconde classe, une voiture de première classe. Il va aussi y avoir très certainement aussi un autre convoi qui sera fait avec cette fois-ci des voitures nuit,
Donc là, je recevrai aussi une PCL spécifique sur cette voiture-là, et au fur et à mesure, on viendra montrer un petit peu quelles sont les différences qu'il peut y avoir entre la version jour et la version nuit. Ensuite, après, on a un nouveau projet à destination des débutants qui va s'appeler Le Projet. Pour l'instant, parce que je n'ai pas de titre, j'en suis encore à la phase de R&D, si on peut dire ainsi, en recherche-développement, qui va avoir pour but la création de 2 modules. Donc je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais en gros, ça va être 2 modules qui vont servir à faire un embranchement privé avec différentes fonctionnalités. Et l'objectif, c'est de proposer, avec partenariat avec des artisans, une vidéo par mois sur 24 ou plus vidéos qui vont permettre de montrer la construction d'un petit réseau. Donc là, en l'occurrence, ça sera 2 modules avec un va-et-vient du début, c'est-à-dire de l'infrastructure, à la pose des voix, à la pose des éléments animés, à la pose du décor, à la mise en place des bâtiments, à la mise en place aussi d'un système de commande qui sera prévu pour ça, et chacun des artisans proposera un code de réduction sur le produit qui aura été présenté dans la vidéo. Donc on va commencer avec une vidéo par mois. Ce code de réduction sera valable pendant la durée des 30 jours de la vidéo, avant l'arrivée de la nouvelle vidéo avec un nouveau produit qui sera présenté et mis en place dans ces 2 modules, et qui sera proposé avec une réduction qui sera à définir. Donc là, pour l'instant, on est encore sur la définition du projet, et l'objectif, c'est de pouvoir accompagner le débutant de l'idée de base jusqu'à la réalisation finale. L'objectif, merci de me laisser parler le chat, l'objectif, c'était quand même que ces 2 modules soient transportables, bien évidemment, pour être présentés en exposition. Alors, je n'aurai pas le temps de faire l'ensemble de cette série de vidéos à destination des débutants pour le présenter à Meursault en décembre, le 10 et le 11 décembre 2022. Mais l'objectif, c'est effectivement, une fois que ce sera terminé, que ces 2 modules puissent être exposés, soit par les artisans qui sont membres et qui seront partenaires plutôt de ce projet, soit de le présenter par moi-même si je décide de faire une exposition. Mais c'est donc un projet collaboratif qui a le but de présenter des produits des artisans, de vous proposer des codes de réduction liés aux thématiques de chacune des vidéos, et donc des produits qui sont présentés dans ces vidéos. Bien évidemment, pour l'instant, il y a encore énormément d'inconnus. Dans chacune des vidéos, il y aura aussi différentes phases qui expliqueront un petit peu où on veut aller, où on veut en venir, et la scénographie. Il va bien évidemment y avoir spécifiquement, ce que je ne fais pas sur Witzenheim, mais ce que je vais faire là sur cette série de vidéos à destination de débutants, un cahier des charges et un cahier de compte qui va tenir en compte les coûts réels dépensés pour faire ces 2 modules. Et ensuite, après, on pourra avoir un estimatif réel par rapport à ce qui aura été utilisé, des coûts et des investissements à faire à destination des débutants au fur et à mesure de la construction. Si vous avez des suggestions, des envies particulières, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. À l'heure actuelle, le cahier des charges n'est pas encore défini. On est encore en train de discuter avec les premiers artisans que j'ai sollicités et qui sont d'accord de rentrer dans ce projet. Donc nous avons la société Maquettis, nous avons pour l'instant Ultimate Model, il va y avoir d'autres, et la société Est Model, bien évidemment. Nous allons avoir d'autres artisans qui vont certainement se joindre à ce projet, je l'espère en tout cas, parce que moi ça m'intéresse vraiment de pouvoir faire ça. Et donc du coup, si vous avez des envies, des choses particulières, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. Il y a cependant, je peux faire un petit spoiler, 2 produits qui seront présentés, dont un qui sera le Magnorail, qui sera intégré à ce projet, donc dans la durée. Voilà. Donc ensuite, après, au niveau de la thématique de l'époque, on sera certainement sur de l'époque 1 et de l'époque 2. Pourquoi ? Parce que l'objectif, ce serait de faire une voie principale
avec un petit embranchement privé qui permet ensuite, après, de la manœuvre entre une usine et une zone de chargement, déchargement, donc certainement une usine, une halle, le tout connecté par une ou deux aiguilles vers une voie principale qui, elle, permettrait de connecter les deux modules à des extensions futures, à un réseau futur, si la personne qui récupérera ça veut l'intégrer ensuite dans un réseau. Voilà, donc l'objectif, c'est ça. Ensuite, après, il y aura quelques petites surprises, notamment de l'éclairage contextuel jour-nuit, avec une centrale de commande spécifique pour ça, mais pour l'instant, c'est totalement hors de sujet parce qu'on n'est pas encore sur cette étape-là. Mais en tout cas, sur le cahier des charges, c'est ça. C'est un embranchement privé, plutôt sur de l'époque 1 ou de l'époque 2 pour pouvoir faire tourner des vieilles machines, des vieux wagons, des choses comme ça. Un peu marrant, parce que surtout, je n'ai pas la distance suffisante pour pouvoir faire des installations d'époque 5 ou époque 6, parce que là, ça nécessiterait des infrastructures de logistique, enfin, ça serait des infrastructures de logistique, et je veux plutôt faire de l'industrie post-révolution industrielle. Donc en gros, on situerait le réseau entre 1875 et 1925, ce qui permet de pouvoir avoir un matériel roulant un petit peu typique et faire un travail sur la voie, sur un travail sur la comment s'appelle, les anciens réseaux qui sont un petit peu marrants. Du coup, puisque je vous parle de ça, l'élément qui pour l'instant a été un petit peu déterminé dans le cahier des charges, c'est que la voie serait de la voie T-Lig en code 83, avec certainement quelques retouches en termes de travelage pour pouvoir correspondre au travelage ancien. Je ne vais pas faire plaisir aux aficionados du PLM, mais ce qui a été défini pour l'instant, c'est plutôt une zone industrielle sur le réseau de l'Alsace-Lorraine avec une liaison vers le KPEV. Donc on reste quand même dans la même thématique que celle que j'ai sur le réseau de Witzenheim, puisque moi c'est un peu ma région de prédilection. Même si à l'heure actuelle je suis bourguignon d'adoption, et donc ça pourrait être aussi une antenne bourguignonne qui elle est du coup est beaucoup plus sur du parc PLM. Le débat n'est pas encore tout à fait tranché. Mettez dans la section commentaires vos préférences. Par contre, la chose qui est sûre, c'est que ça ne sera pas ni de l'État, ni du PO Midi, ni du Nord, parce que voilà, je pense qu'on a déjà pas mal de gens qui ont couvert ces régions-là. Le Midi beaucoup moins, le PO un peu, le PLM beaucoup, le Nord beaucoup, l'Est un peu aussi. Donc voilà, là c'est un petit peu la dimension de ce projet. Pour l'instant, on en est là. Il va y avoir effectivement dans les différentes vidéos qui seront proposées des vidéos concernant la conception de la scénographie, parce que je veux mettre en place énormément de choses au niveau de la scénographie. Il va y avoir aussi pas mal de choses en ce qui concerne le traitement de l'ambiance, que ce soit jour, nuit, etc. Aussi le traitement de l'intrication en fait entre le chemin de fer et Magnorail, qui est un système très sympa, mais que moi j'ai pas vocation à mettre sur le réseau principal de Witzenheim, parce que ça n'aurait pas été conçu comme ça à l'époque. Et c'est beaucoup plus marrant de partir sur une page blanche. Et donc pour l'instant, dans le cahier des charges, il y a un peu les principes que je vous ai donnés, mais le tracé est encore imaginaire, il n'a pas été tracé sur un plan. Les différents éléments non plus. La saison, quelle saison vous aimeriez voir? Parce que la scénographie, bien évidemment, peut varier de la saison. On ne traite pas de la même façon l'hiver, l'automne, l'été, le printemps, et donc du coup les intersaisons, etc. Donc n'hésitez pas à faire des suggestions. Cette série de vidéos est vraiment destinée aux débutants. Donc on y verra tout de A à Z sur la construction de ces deux modules pour que ça puisse vous être utile. L'objectif, c'est de pouvoir répondre au maximum, de vous faire montrer que c'est pas quelque chose de fondamentalement compliqué, et de faire ça de façon intelligible, de vous proposer un système de partenariat avec des réductions
par rapport à l'épisode de diffusion en cours. Voilà un petit peu le cadre de ce projet. Il commencerait, le temps de nous laisser, nous laisser un peu de temps pour se caler avec les différents artisans, il commencerait au mois de septembre, et il y aurait donc un épisode par mois qui serait diffusé dans le cadre de la construction de cet ensemble de 2 modules. Voilà, donc bien évidemment, beaucoup de choses à mettre en place, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas vraiment à mettre des messages dans la section commentaires. Voilà, cette vidéo de présentation un petit peu des différents projets se termine. Quelques petites choses aussi à ajouter. Le réseau Wissensheim a bien avancé sur cette partie des 5 premiers mois de l'année. Il reste encore beaucoup de choses à faire sur l'extension. Je veux bien évidemment le remettre en opérationnel sur ce qui fonctionnait déjà avant que je décide de changer la topologie. Il va y avoir aussi pas mal de choses sur le décor, et dès que la CNC sera à nouveau disponible, on pourra continuer la dernière partie qui me manque pour pouvoir faire la jonction entre l'hélice nord et l'hélice sud sur la partie supérieure du réseau. Donc ça, bien évidemment, ça reste l'objectif du réseau de Wissensheim, c'est d'avoir ces parties-là qui sont fonctionnelles d'ici la fin de l'année, avec bien évidemment la réserve due à la disponibilité des composants, et notamment des détecteurs 10808 de chez Rocco, qui pour l'instant souffre d'une pénurie chronique. J'en ai parlé dans la vidéo spécifique à ce sujet. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne. Bienvenue à Wissensheim. N'hésitez pas à laisser vraiment des messages en commentaire sur ce que vous aimeriez voir sur les épisodes spécial débutants. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. N'hésitez pas aussi à nous mettre un petit pouce et à partager les vidéos de la chaîne pour augmenter et flatter les algorithmes de YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissensheim, sur la suite de l'explication de la topologie Z21. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon moment. Portez-vous bien, faites du train, et à très bientôt. Ciao!